Bonjour, j'aimerais tout d'abord remercier Alphonse Morand pour son invitation. Préciser peut-être que ce que vous voyez, c'est un enregistrement qui a été fait après le 19 octobre. Nous avons rencontré quelques difficultés avec la plateforme Zoom au moment même, et donc nous avons résolu de faire un enregistrement plus tard à Genève, utilisable pour votre institut. Donc nous allons être aujourd'hui au paradis avec Pindare. Mais j'aimerais dire tout d'abord le plaisir que j'ai, moi, à me trouver à Québec, virtuellement. Je n'ai que de bons souvenirs. Je me souviens d'avoir passé dans votre université à plusieurs reprises. Mais ici, voilà une nouvelle fois où je ne suis pas présent personnellement en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Néanmoins, j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous parler du paradis de Pindare. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le plan de mon exposé. Nous allons parler tout d'abord de la victoire de Théron d'Agrigente aux Jeux olympiques 476 ans, 476 ans avant notre ère. Puis, que signifie à l'occasion de cette victoire aux Jeux olympiques l'intervention d'un poète comme Pindare? Pindare, à cette occasion, écrit ce qui pour nous est la deuxième ode olympique. Nous pénétrerons ensuite dans cette deuxième ode olympique pour analyser la partie plus particulièrement consacrée à la description de l'île des bienheureux, ce que j'ai appelé par analogie le paradis de Pindare. Alors, pour commencer, transportons-nous il y a bientôt 2500 ans à Olympie, où Théron d'Agrigente, le prince, le tyran, comme on disait, c'est-à-dire le prince d'Agrigente, a obtenu une victoire extrêmement prestigieuse. Vous avez sous les yeux une maquette qui reconstitue un état d'Olympie postérieur, à vrai dire, à celui qu'a pu connaître Théron, mais qui vous donne une idée, c'est un sanctuaire. La victoire qu'obtient Théron, c'est une victoire à des Jeux qui ont lieu dans un sanctuaire. Nos Jeux olympiques aujourd'hui, ça se passe dans des stades, ça se passe dans toutes sortes de lieux, mais pas dans des sanctuaires. Il y a un caractère particulier aux Jeux qui se déroulent dans un sanctuaire, c'est qu'ils constituent une espèce d'interrogation de la divinité du sanctuaire. On demande à la divinité de se prononcer en accordant la victoire à tel ou tel de ses concurrents. Ceux qui remportaient la victoire étaient du reste l'objet de faveurs dans leur cité lorsqu'ils revenaient. Un philosophe comme Xénophane s'insurge du reste contre le fait qu'on récompense des athlètes et qu'on ne récompense pas les philosophes. Mais rappelez-vous, un philosophe comme Socrate, si l'on en croit Platon, au moment de son procès, avait dit qu'il demandait comme châtiment, si on le condamnait, à être traité comme un vainqueur aux Jeux olympiques, c'est-à-dire nourri à vie aux frais du public. On pouvait promouvoir sa carrière politique par des victoires aux Jeux olympiques. C'est ce qu'a fait Alcibiade à la fin du 5e siècle avant notre ère. Donc, victoire aux Jeux olympiques, c'est un moment important dans la politique, dans la carrière politique de quelqu'un. Théron n'est pas n'importe qui. Il remporte d'abord la victoire la plus coûteuse. Vous avez sous les yeux une amphore attique à figure noire qui vous montre un quadrige. Le quadrige, la victoire au quadrige, c'est la victoire la plus luxueuse en quelque sorte. Il faut être riche pour entretenir un quadrige ou des quadriges. Et puis vous voyez sur cet amphore, on a bien représenté une déesse, c'est Athéna, qui est là en train de regarder le futur vainqueur ou l'actuel vainqueur. C'est une divinité qui accorde la victoire. Théron est donc le tyran d'Agrigente, Agrigente sur la côte sud-ouest de la Sicile. Cette même année, Hiéron de Syracuse, Syracuse sur la côte est de la Sicile, obtient, lui, une victoire au cheval monté, et il demandera aussi à Pindare une cantate, un poème de célébration qui sera classé comme première olympique. Donc cette année-là, les Siciliens sont extrêmement présents
sur le terrain des Jeux olympiques et remporte de grandes victoires, des victoires de prestige. Théron n'était pas n'importe qui. Il avait obtenu, d'abord, il avait pris le pouvoir à Agrigente en 488 avant notre ère, et en 480 avant notre ère, il a joué un rôle peut-être dans ce qui est notre vie aujourd'hui en Europe, puisqu'il a gagné une victoire il a contribué à gagner une victoire contre les Carthaginois. On sait que la rivalité entre les Carthaginois et les autres occupants des bords de la Méditerranée a été forte. Elle s'est terminée pour finir avec les guerres puniques entre Carthage et Rome, mais Carthage aurait pu être la grande capitale de la Méditerranée. Théron a joué un rôle à un moment donné pour faire reculer le pouvoir carthaginois, et c'est en 480 avant notre ère. Coïncidence, c'est en même temps que la bataille de Salamine, au moment où la Perse essayait d'envahir la Grèce. Lorsqu'on parle d'Agrigente, nous avons tendance à visualiser le temple le mieux conservé de cette colline des temples d'Agrigente, un temple qui est sans doute un temple des Dioscures, mais qu'on a appelé temple de la Concorde à cause d'une inscription qui a été trouvée à proximité et où figure le mot Concordia. Ce temple n'existait pas au moment où Théron remporte sa victoire à Olympie. De même que sa fameuse tombe n'existait pas encore. Vous pouvez voir du reste à l'arrière-fond le temple dit de la Concorde sur le sommet de la colline. Cette tombe dite de Théron est en fait un bâtiment qui date des débuts de l'occupation romaine de la Sicile. Mais le fait qu'on la nomme ainsi vous donne une idée de l'importance de Théron dans l'histoire de la Sicile. Ce qui reste de l'action de Théron, ce sont quelques restes, ruines misérables, vous voyez, renversées par des tremblements de terre et par des déprédations du temple de Zeus olympien, qui était de dimensions tellement énormes qu'on avait pu envisager des sculptures de géants. Ici, vous avez un de ces géants couchés. Vous pouvez voir, il a les bras levés pour soutenir la frise du temple. Au fond, vous avez Agrigente moderne. Au sommet de l'Agrigente moderne, vous avez l'acropole de l'Agrigente antique. On est ici sur la colline dite des sanctuaires. Voilà une reconstitution de ce qu'était ce temple de Zeus olympien, une maquette. Vous pouvez voir en place dans la maquette les géants, les Atlantes en train de soutenir le toit du temple. C'est le plus grand temple dorique qui ait jamais été construit, ou en tout cas envisagé s'il n'a pas été construit jusqu'à la fin. Et on disait que Théron avait mis à l'œuvre des prisonniers carthaginois faits après la bataille d'Hymère pour construire ce temple. Donc tout ceci pour vous dire que nous sommes avec Théron devant un personnage considérable et chez lui et pour l'histoire en général de la Méditerranée. Et voilà que nous le rencontrons au moment où il réalise un des vœux des plus grands princes de l'époque, c'est gagner la plus grande des victoires imaginables aux Jeux olympiques, la victoire au quadrige. À cette occasion, il convoque Pindare, le plus grand poète de son temps. Que vient faire le poète dans cette affaire? On peut se dire, bon, il s'agit bien entendu de célébrer la victoire, de laisser un souvenir pour ceux qui n'étaient pas là, et pour qu'ils puissent au fond savoir ce qui s'était passé. Bon, ce n'est pas uniquement cela. Pindare joue un rôle qui est assez proche de celui qui était celui d'un oracle. Il vient donner un sens. On attend du poète qu'il donne un sens. Entre parenthèses, ce que vous avez sous les yeux, c'est une copie romaine d'un buste en bronze de Pindare qui date du 5e siècle avant notre ère, mais c'est probablement un portrait imaginaire de Pindare. Le trait caractéristique de Pindare sur tous ces portraits, c'est le petit nœud à la base de sa barbe. Pindare, c'est un poète célèbre. Il est resté célèbre dans l'histoire de la poésie.
Rappelons qu'au XXe siècle, un lauréat du prix Nobel de littérature, Saint John Perse, a entrepris sa traduction. Il était admiré dès ses premières œuvres par ses contemporains. On dit que, par exemple, les Thébains avaient mis à l'amende Pindare parce qu'il avait osé prononcer l'éloge des Athéniens, alors que, bien entendu, on s'attendait à ce qu'il se limite à faire l'éloge des Thébains, mais que les Athéniens avaient payé l'amende. On dit que Alexandre le Grand, lorsqu'il a détruit Thèbes, a demandé qu'on épargne la maison de Pindare. On a une lignée de poètes qui ont admiré Pindare, à commencer par Horace, et puis ça va à travers Ronsard, à travers Hölderlin, Goethe, donc jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, il est peut-être un peu moins connu à cause d'une certaine difficulté de sa poésie. Le travail du poète, pour revenir à ce qu'on attend de lui au moment d'une victoire olympique, c'est de donner un sens à cette victoire. Ici, Pindare s'est exprimé lui-même sur la manière dont il concevait son travail. Nous avons un fragment de lui qui est cité par le commentateur homérique du XIIe siècle, Eustate de Thessalonique, fragment qui dit « Prononce, muse, et je serai ton porte-parole ». Autrement dit, il est là pour donner le sens, livrer le sens que la divinité donne à ce qui se passe. Ça allait si loin qu'à Delphes, dans le temple d'Apollon pythien, près du siège de la Pythie, on montrait un siège réservé à Pindare, qui était censé révéler lui aussi comme la Pythie. Il était censé, en chantant ses hymnes, il était censé révéler la signification du monde. En effet, le problème est le suivant, si telle personne remporte telle victoire, il doit y avoir une explication. Et si ça se passe dans tel sanctuaire, cette explication doit être conforme à l'ordre du monde tel qu'il est visible à travers le pouvoir de cette divinité-là. Autrement dit, on attend de lui qu'il livre le sens. Comment va-t-il le faire? Eh bien, il va écrire une cantate dansée. C'est un genre que nous n'avons plus. Peut-être qu'il y en a une survivance lorsque nous voyons des danses folkloriques dans lesquelles on chante en dansant. Dans plusieurs pays de la Méditerranée, ceci existe encore, mais on en a des représentations sur des vases, ici un vase à figure rouge attique, où on voit des jeunes gens en train de danser en chantant. Je rappelle que danser en chantant, c'est une manière de se passer de chef d'orchestre, puisque si on danse, eh bien, on est sûr de garder tous ensemble le même rythme. Mais enfin, il s'agit de chanter en dansant avec accompagnement d'instruments, puisque Pindare lui-même nous mentionne l'utilisation pour accompagner sa musique de l'aulos. Vous avez ici un aulos. Vous voyez qu'on attache l'aulos à la bouche parce que le joueur d'aulos danse en même temps et qu'il ne fallait pas qu'il perde son instrument dans les mouvements de la danse. Donc il est attaché. On traduit quelquefois aulos, vous avez remarqué que je n'ai pas traduit, on traduit quelquefois par flûte, mais ce n'est pas une flûte, c'est un instrument à hanche, donc on devrait traduire par hautbois ou par biniou, quelque chose de ce genre. Et puis il y a les instruments à cordes, formings par exemple, comme cette formings que tient ici la lyre que manie cette musicienne. Donc nous savons, pour la musique que nous avons perdue, nous savons qu'on utilisait l'aulos, la formings, et on savait que c'était chanté et dansé. Peut-être y avait-il des passages de solistes. Quelquefois, à l'intérieur d'une de ces cantates, quelqu'un prend la parole. Peut-être que là, il y avait un soliste, et on a vu à cela l'origine de la tragédie, par exemple, et de la manière d'utiliser un soliste en rapport avec un chœur. Vous avez ici le mot grec épinikion mélos, épinikion, traduit par épinitie en français, qui est le mot par lequel on désigne le genre de poésie, de cantate dansée, par lequel les poètes
célébrait les vainqueurs au grand jeu, et notamment donc, dans notre cas particulier, Théron aux Jeux olympiques en 476 avant notre ère. Ce qu'il écrira, ça deviendra pour nous la deuxième olympique, mais c'est au deuxième siècle avant notre ère, à Alexandrie, à la bibliothèque d'Alexandrie, que Aristophane de Byzance a classé les poèmes de Pindare et que donc ce poème écrit à cette occasion-là deviendra le numéro 2 dans la série des poèmes olympiques, des odes olympiques. Une construction typique de l'épilicie, c'est au commencement, c'est trois parties, disons, un peu comme un mouvement de sonate. Ça commence par l'évocation du vainqueur, on parle de son passé, on parle de celui de sa cité et de sa victoire. C'est l'occasion pour le poète d'explorer une première manière de tenter d'expliquer les choses. Pourquoi est-il le vainqueur? Eh bien, il y a une piste qu'on pourrait dire génétique, c'est peut-être dans la famille. Le vainqueur a des parents, des frères, des oncles qui ont remporté des victoires. Et puis la cité, peut-être que c'est conforme à la manière de vivre dans sa cité, d'où évocation de mythes importants pour la cité en question. Et puis, c'est évidemment l'occasion de glorifier l'endroit où se passe la victoire. La deuxième partie donne le sens de la circonstance. C'est ce qu'on appelle la partie mythique, le mythe ou la partie légendaire. C'est le moment où on explore justement le passé qui devrait permettre de donner un sens à ce qu'on est en train de vivre. Et enfin, dernière partie, on revient sur la circonstance qui est désormais éclairée par la deuxième partie. Dans la deuxième ode olympique, la première partie est consacrée évidemment aux Jeux d'Olympie, à la supériorité des Jeux d'Olympie sur les autres Jeux de la Grèce, ceux de Delphes, ceux de l'Isthme, ceux de Némée, et à la victoire de Théron. On parle du passé de la famille de Théron, avec les vicissitudes de la vie humaine, et on remonte jusqu'au temps héroïque. La famille de Théron se faisait descendre de Tersandre, fils de Polynice. Ça veut dire qu'ils descendent d'Édipe, qui est évoqué allusivement, et qu'il remonte à Cadmos, un personnage que nous allons rencontrer bientôt à nouveau. À cette occasion, la réussite de Théron est une occasion de dire que richesse et valeur personnelle sont des biens ambigus. Leur bon usage dépend d'un savoir. Et ce savoir, c'est justement ce que le poète va livrer maintenant. Ce savoir, c'est la deuxième partie, le mythe. Il faut savoir que les humains sont soumis à des cycles alternant vie et passage chez les morts. Quiconque réussit à passer 3 cycles sans entacher son âme d'injustice finit par échapper à ces cycles et aboutit au paradis, l'île des bienheureux. Donc, vous voyez que nous avons ici une conception cyclique de la vie et de la mort qui fait penser à certaines visions orientales, dans laquelle, une fois mort, on descend chez les morts pour être renvoyé chez les vivants. Et selon l'existence que l'on a menée, on est renvoyé dans des conditions plus ou moins favorables dans une nouvelle vie. Le cycle peut être ininterrompu, mais on peut l'interrompre si on réussit à passer 3 cycles sans entacher son âme d'injustice, et on aboutit ainsi à un élément permanent, il n'y a plus de cycle, c'est l'île des bienheureux. Troisième partie de cette deuxième ode olympique, le poète nous dit qu'il aurait encore beaucoup de matière, et l'explication du monde demande son interprétation. C'est donc une manière de nouveau de mettre en avant le rôle qui est le sien. Il sait qu'il est supérieur à ses rivaux, car il a des rivaux, comme l'aigle de Zeus surpasse les corbeaux. De même, Théron l'emportera sur ceux qui le jalousent. Voilà donc la construction typique d'une épinicie, d'un épinikion mélos, et la manière dont elle est réalisée en survol dans la deuxième ode olympique. Prenons maintenant le texte, la partie du texte qui nous décrit ce paradis, cette île des bienheureux. Je prends ici le texte dans une traduction
qui m'est cher, qui a paru en 1951 à Lausanne, et dont l'auteur est Willy Borgeaud. Willy Borgeaud était un poète suisse roman, mais poète suisse roman qui a aussi été helléniste et qui a du reste terminé sa carrière en enseignant la linguistique comparée des langues indo-européennes à l'université d'Ottawa. Il est donc devenu un Canadien de cœur à la fin de sa vie. Moi, je l'ai rencontré lorsque j'ai commencé le grec au collège Calvin à Genève. Il a été mon premier professeur de grec. Il a publié quelques magnifiques traductions de Pindare et j'emprunte à sa traduction de la deuxième olympique ce passage de l'île des bienheureux. Tous ceux qui eurent le courage, en un triple séjour dans l'un et l'autre monde, de tenir l'âme en tout à l'écart de l'injuste, achèvent le parcours de cette voie de Zeus qui les conduit au château de Cronos. À cet endroit, l'île des bienheureux tout alentour est baignée dans les souffles des brises océanes. Là s'enflamment les fleurs, les unes sur la terre, aux rameaux d'arbres glorieux, et d'autres que les eaux nourrissent. Façonnant pour leurs bras des lacis de guirlandes, ils enchevêtrent des couronnes. Par droit décret de Rhadamante, du parèdre que tient dispo à le servir, le Père auguste de tous les dieux, l'époux de cette Ré qui siège sur le plus haut des trônes. Cadmos, Pélée ont en ce groupe un rang. C'est là toujours qu'Achille, après qu'à force de suppliques, elle eut fléchi le cœur de Zeus, fut acheminé par sa mère. Lui qui fit trébucher Hector, colonne inattaquable, impliable de Troie, puis à la mort livra le signe et l'enfant brûlé de l'aurore. On a essayé de représenter le bonheur de ces bienheureux d'une manière visuelle. Vous avez ici une stèle attique du 5e siècle dont on a pensé qu'elle représentait la vie des bienheureux sur leur île. Notez tout de suite au premier plan un rapport avec l'actualité de la victoire de Théron. Je vous avais dit qu'on allait revoir Cadmos, et bien le voilà. Vous aurez remarqué que parmi les personnages qui se trouvent dans l'île des bienheureux, il y a Pélée, il y a Cadmos et il y a Achille. Achille, fils de Pélée. Aucun descendant de Cadmos n'est nommé. Il y a donc une place libre. Or, Théron descend de Cadmos. Clin d'œil évidemment appuyé pour montrer que Théron, sans doute, est attendu chez les bienheureux maintenant qu'il a remporté cette victoire aux Jeux olympiques. Lorsque Pindare compose cette partie de sa cantate dansée, de sa deuxième olympique, il dispose de modèles pour décrire ce qu'est soit le paradis, soit la vie heureuse d'une manière générale. Au tout premier plan, il y a l'Odyssée, vous remarquez que je mets Homère entre guillemets pour éviter d'entrer dans la question homérique, disons Homère, Odyssée, et puis il y a Hésiode dans les Travaux et les Jours, les deux grands modèles, semble-t-il, que Pindare pouvait utiliser et qui se reflètent dans la description que nous venons de lire de l'île des bienheureux. Prenons tout d'abord le passage du 4e chant de l'Odyssée. Vous avez ici un buste d'Homère aussi imaginaire. Vous remarquez que c'est évidemment la cécité de l'Aède qui est soulignée ici. C'est de nouveau une copie romaine d'un buste en bronze grec. Au 4e chant de l'Odyssée, Télémaque rend visite à Ménélas à Sparte. Ménélas lui raconte son retour. Ménélas a un retour long et compliqué. Sur son retour, il doit faire prisonnier Protée pour lui arracher une prophétie. Dans cette prophétie, voilà ce que Protée dit à Ménélas. « Et toi, nourrisson des dieux, Ménélas, ton destin n'est pas de mourir en Argos où l'on élève des chevaux. Les immortels t'enverront dans la plaine élyséenne, aux confins du monde, où se trouve le blond Rhadamante. C'est là que les humains jouissent de la meilleure des vies. Pas de neige, pas de long hiver, pas même de pluie. Avec constance là-bas, Océan fait souffler la douceur du zéphyr
pour raviver les humains. C'est que tu es le mari d'Hélène. Il voit en toi le gendre de Zeus. Rappelons en effet que Hélène naît d'une union de Léda et de Zeus sous la forme du cygne, et que par conséquent, en épousant Hélène, on devient le gendre de Zeus. Voilà donc la description de cette plaine élyséenne qu'on traduit quelquefois par Champs-Élysées, et qui est donc bien l'origine du mot Champs-Élysées. Il y a d'autres lieux paradisiaques dans l'Odyssée. Il y a l'île de Calypso, où Ulysse passe 7 ans et où on lui propose de devenir un immortel, ce qu'il refuse. Il y a les jardins d'Alcynos, dans l'île de Scérie, où il arrive au champ 7, un endroit où les fruits poussent tout au long de l'année et où les rois sont comparables à des immortels. Il y a l'île de Syrie, oui, au lieu de naissance d'Eumée, où les gens mènent une existence éloignée de toute maladie et de tout besoin, et meurent d'un coup sans jamais avoir à souffrir. Ils meurent par les douces flèches d'Apollon et d'Artémis. D'autres lieux donc paradisiaques existent dans l'Odyssée. Les points communs de tous ces lieux que Pindare pouvait synthétiser, c'est que ces lieux sont loin du reste des humains, peut-être un peu moins l'île de Syrie que les autres. Il y a un rapport à la mort. Elle est absente ou elle est non redoutable. Il y a des caractéristiques immortelles. L'aspect immortel des rois de Scérie. Il y a aussi les chiens immortels faits par Héphaïstos dans le palais d'Alkinoos. Il y a un rapport à la nourriture. On souligne que la nourriture est abondante. Il n'y a pas besoin de travailler pour se nourrir. Il y a un rapport au climat. Pas de température extrême, pas de neige par exemple. Il y a la présence de l'eau et la présence de brise. Et enfin, il y a une proximité avec les dieux. Deuxième source, Hésiode. Vous avez sous les yeux un portrait dont on a supposé que c'était un portrait d'Hésiode, d'autres pensent que c'est un portrait de Sénèque. Nous n'entrerons pas dans cette discussion, mais voilà donc un portrait possible d'Hésiode, poète donc du 7e siècle avant notre ère, qui nous est connu surtout par les deux poèmes bien conservés de lui, la Théogonie et les Travaux et les Jours. Dans les Travaux et les Jours, il est question du destin posthume de certains héros. Alors, qu'est-ce que c'est que les héros? Dans les Travaux et les Jours, Hésiode explique pourquoi les humains doivent travailler. Le travail, c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit et la nécessité peut s'en expliquer. Une des explications réside dans la succession de générations. Le mot c'est génos en grec. On a quelquefois traduit par race et on entend parler de mythe des races. En fait, c'est donc l'histoire des générations. Les 5 générations qui sont génération d'or, génération d'argent, génération de bronze, génération des héros et génération de fer. La génération de fer, c'est la nôtre actuellement. C'est celle dans laquelle nous vivons et où il faut travailler pour vivre. C'est celle où il est difficile de vivre, la vie est pénible. Dans les précédentes, les circonstances sont différentes. Je ne vais pas vous faire le détail, mais venons-en à la génération des héros. La génération des héros a, après que les héros meurent, un destin particulier qui comporte justement une forme de paradis. Petite parenthèse, vous savez qu'on a voulu expliquer cette succession de générations en fait comme la description stable de la société de l'époque archaïque. Ce sont les disciples de Dumézil qui ont voulu voir dans la génération d'or et d'argent la fonction royale, dans les générations de bronze et des héros la fonction guerrière, et enfin dans la génération de fer la fonction de production des biens de consommation. Revenons à notre génération des héros. Lorsqu'ils meurent, certains d'entre eux ont un destin extraordinaire. À d'autres, enfin, Zeus, fils de Cronos et père des dieux, a donné une existence et une demeure éloignée des hommes, en les établissant aux confins de la terre. C'est là qu'ils habitent.
le cœur libre de soucis, dans les îles des bienheureux, au bord des tourbillons profonds de l'océan, héros fortunés, pour qui le sol fécond porte 3 fois l'an une florissante et douce récolte, loin des immortels, et Cronos est leur roi. Vous remarquerez que c'est les îles des bienheureux, et on a discuté de ce pluriel pour voir s'il ne fallait pas rétablir un singulier pour qu'il y ait un accord entre les deux poètes béotiens que sont Hésiode et Pindare. Mais non, il semble bien qu'on peut bien être de la même région, pas de la même époque, rappelons-le, et avoir une idée différente sur le nombre des îles. C'est les îles des bienheureux chez Hésiode, c'est l'île des bienheureux chez Pindare. Alors, vous voyez qu'il y a une ressemblance entre ce que nous venons de constater dans l'Odyssée, au 4e chant de l'Odyssée, dans le récit de Ménélas. Et dans les autres passages, c'est un lieu éloigné, on y mène une vie sans souci et on y bénéficie des brises de l'océan. Il y a une différence. La caste des bienheureux d'Hésiode est une caste fermée et elle recule dans le temps. Elle retourne jusqu'à Cronos, jusqu'à l'époque de Cronos, en même temps qu'elle s'éloigne dans l'espace. Donc elle s'éloigne dans l'espace et dans le temps. C'est une différence avec la vision de l'Odyssée, puisque dans l'Odyssée, on dit à Ménélas qu'après sa mort, il rejoindra. Donc il y a un présent du récit qui comporte quelqu'un qui va aller dans la plaine élyséenne. Dans le paradis de Pindare, que nous venons d'évoquer, dont nous venons de lire la traduction, il y a une espèce de synthèse des éléments que nous venons de voir défiler dans l'Odyssée et chez Hésiode. Ce paradis de Pindare est éloigné du monde humain. On y bénéficie bien évidemment de l'immortalité. Il y a la douceur du climat, il y a les brises de l'océan, il y a de l'eau, il y a une terre fertile, des fleurs, des arbres, et on y mène une vie insouciante, pas de problème de nourriture, on tresse des guirlandes. Alors, tournons-nous vers un précédent pindarique. Lorsque Pindare écrit sa 2e Olympique, il a déjà, une fois au moins à notre connaissance, évoqué une vie parfaite, quasiment paradisiaque. C'est dans la toute première ode que nous ayons conservée de lui, la 10e ode pythique pour Hippoclès le Thessalien. Dans la partie mythique de cette ode, il y a une évocation du paradis des Hyperboréens. Les Hyperboréens, c'est une population du Nord, comme le nom l'indique, mais ce Nord devient de plus en plus mythique au fur et à mesure qu'on connaît mieux le Nord géographique de l'Europe. Les ressemblances avec ce que nous avons vu dans l'Odyssée et chez Hésiode, eh bien, c'est la proximité d'un dieu. Chez les Hyperboréens, Apollon vient festoyer avec les Hyperboréens. Il y a l'éloignement des humains. Il est très difficile d'aller chez les Hyperboréens. Il y a l'abondance de tout, mais par rapport à la 2e Olympique, dont nous venons de traduire de lire la traduction de l'île des Bienheureux, il y a une différence. Dans la 10e Pythique, les îles Pythiques, il y a l'évocation de l'exécution chorale. Autrement dit, il y a un élément auto-référentiel. C'est comme si le chœur, au moment d'évoquer les chœurs du paradis, se montrait lui-même dans ce rôle. Vous aurez remarqué qu'il y a une absence totale de référence possible à la circonstance de l'exécution dans la 2e ode olympique, probablement qu'il y a là une volonté de souligner la mise à l'écart. Cette île des bienheureux est à l'écart du reste du monde. Il y a peut-être d'autres lectures de Pindare. Notre ignorance est grande, mais il y en a une à laquelle nous devons penser. Théron, c'est le prince d'Agrigente. Agrigente, c'est la patrie d'Empédocle, un de ces philosophes, physiciens, qu'on appelle présocratiques parce qu'ils ont exercé leur activité et écrit ce qu'ils ont écrit avant l'époque de Socrate. Empédocle, nous connaissons un peu
sa pensée, grâce à Simplicius, un néoplatonicien du VIe siècle de notre ère, qui nous a livré un fragment nous permettant de nous faire une idée de la manière dont Empédocle concevait la marche du monde. Voilà une gravure du XVIIe siècle représentant Empédocle. Nous n'avons pas je n'ai pas trouvé, disons, peut-être que nous en avons, je n'ai pas trouvé de portrait d'Empédocle. Peut-être il existait des portraits fictifs d'Empédocle, peut-être y en a-t-il. Mais donc, on a représenté ici Empédocle dans une édition de ces fragments. Comment Empédocle s'imagine-t-il la physique du monde? De manière relativement simple. Le monde est fait de 4 éléments. Ici, c'est une originalité, puisque de son temps, d'autres philosophes avaient mis en avant l'un des 4 éléments. L'eau pour Thalès, par exemple, le feu pour Héraclite. Pour Empédocle, ça va être une synthèse des 4 éléments, mais il y ajoute 2 forces. Les 4 éléments, donc eau, feu, terre et air, forment l'ensemble du monde. Ils se combinent. Vous verrez que nous sommes tous, pour Empédocle, des agrégats de ces 4 éléments, et ils se combinent sous l'effet de 2 forces. Ces 2 forces sont Philotès et Neikos. Je vais traduire ces termes. Philotès, tout d'abord, ça se traduit par amour ou amitié ou appartenance. C'est la force qui unit, force de conjonction. Et Empédocle nous dit que, en langage humain, disons les humains, appelle cela Aphrodite. Donc, on a une divinité, mais cette divinité, elle est là pour signaler l'existence d'une force cosmique qui est la force de conjonction. Neikos, haine, rivalité, c'est la force qui sépare, c'est la force de disjonction. Là, de nouveau, Empédocle nous dit que le langage humain, en langage humain, on l'appelle dispute, erides, on les dispute. Donc, tout ce qui a trait à la guerre, tout ce qui a trait à la mésentente, porte des mots, porte des noms dans les langages humains, mais cela signale chaque fois, tout au fond, une force cosmique qui est la force de disjonction. La marche du tout est une espèce d'aller-retour entre une victoire de la force de conjonction et une victoire de la force de disjonction. Si on prend la marche du monde, comme j'essaie, vous voyez, le temps s'écoule de haut en bas dans mon petit schéma qui n'est pas très bien fait, mais vous avez au départ une boule de parfaite rondeur, sphéros, sphéros kukloides. Cette boule de parfaite rondeur, c'est l'un où en fait tout est massivement rassemblé. Il y a ensuite un moment d'action prépondérante de la force de disjonction, neikos. On arrive, et c'est là que mon schéma n'est pas très bon, j'ai simplement représenté une boule plus grande, mais il aurait fallu pouvoir représenter la dispersion, le fait que désormais les éléments sont séparés les uns des autres, donc il y a des créatures séparées les unes des autres. C'est là que nous nous mettons à exister, qu'il se met à exister des montagnes, des rivières, des arbres, etc. Puis, lorsque la disjonction a atteint son maximum, il y a de nouveau une action prépondérante de Philotès et on revient au point de départ et ça recommence. Vous aurez remarqué que ça fait penser un peu au schéma de nos astrophysiciens qui nous parlent de Big Bang et de Big Crunch, alors que l'on croit ou non à ces scénarios d'astrophysique. Il est intéressant de noter qu'à une époque où on ne pouvait évidemment pas du tout expérimenter ni calculer la vitesse à laquelle s'éloignent les corps célestes, quelqu'un avait imaginé qu'il y avait un aller-retour entre une espèce de point de départ où tout est rassemblé et un point où tout est tellement éloigné que ça finit par retomber jusqu'au moment où tout est à nouveau rassemblé. Dans un de ces fragments, c'est donc le fameux fragment 117 rapporté par Simplicius, Empédocle nous dit ceci: « Mon affirmation est double. Tantôt l'un se fait unique à partir des multiples, tantôt il se disjoint pour devenir multiple à partir de l'un. » C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon petit schéma de tout à l'heure. Donc, tantôt l'un devient multiple, tantôt le multiple redevient l'un.
Autre chose encore que j'ai à te dire, il parle à son disciple imaginaire, hein. Les mortels, sans exception, n'ont ni naissance, ni terme redoutable de la mort. En fait, il n'y a qu'agrégat et disjonction d'agrégats. Et le langage humain nomme cela nature. Donc, voilà, ce que nous appelons naître, mourir, c'est être agrégé de ces quatre éléments sous l'action de la force de conjonction. Et puis mourir, c'est être disjoint de ces quatre éléments qui nous forment. Bien entendu, ça signifie qu'il y a des réincarnations. Et Empédocle va jusqu'à dire qu'il se rappelle. Par le passé, dit-il dans un fragment, par le passé, je me suis trouvé jeune homme, jeune fille, buisson, oiseau et poisson muet de la mer. Vous remarquez que cette réincarnation, cette métempsychose, qui est logique dans son système, est beaucoup plus englobante que celle qu'évoque Pindare dans sa marche vers l'île des bienheureux, où 3 fois dans les 3 cycles, on reste des humains. On devient, une fois qu'on est humain, on reste humain et on se réincarne en tant qu'humain. Voyons maintenant si, chez Pindare, dans son paradis, ces éléments de la philosophie d'Empédocle, de la physique, pourrait-on dire, d'Empédocle, se retrouvent. Voyons tout d'abord les 4 éléments. Je reprends le texte. À cet endroit, l'île des bienheureux, tout alentour est baigné dans les souffles des brises océanes. Là s'enflamment les fleurs, les unes sur la terre, aux rameaux d'arbres glorieux, et d'autres que les eaux nourrissent. Eh bien, vous voyez, tout alentour, elle est baignée dans les souffles des brises océanes. Ça, c'est l'air. Là s'enflamment les fleurs. S'enflamme n'est pas une imagination du traducteur, c'est bien le mot qu'utilise le Pindare, c'est le feu. Les unes sur la terre, d'autres que les eaux nourrissent l'eau. Donc, air, feu, terre et eau sont évoqués comme éléments fondamentaux de l'île des bienheureux. Et puis les forces. Philotès, c'est là toujours qu'Achille, après qu'à force de suppliques, elle eût fléchi le cœur de Zeus, fut acheminé par sa mère. Alors ici, évidemment, on a le condensé de ce que peut signifier Philotès, amour. Rappelez-vous, d'abord, il est question d'amour maternel. Ici, Borgeot, le traducteur, a réussi l'exploit de mettre à la fin le mot mère comme il est à la fin dans le texte de Pindare, mater, c'est le dernier mot ici du vers. Donc, l'amour maternel, c'est ce qui marque ce passage. Mais cet amour maternel, il est marqué quand même par le fait que la mère fléchit le cœur de Zeus. Rappelons-nous que la mère d'Achille, Thétis, était convoitée par Zeus. Et si Zeus ne s'est pas uni à Thétis, c'est parce qu'il a été averti que le fils de Thétis serait supérieur à son père et que donc il était dangereux pour lui de s'unir à Thétis. C'est la raison pour laquelle les dieux ont décidé pour Thétis de la marier avec un mortel, Pélée, mariage qui n'a pas été seulement heureux. Thétis se plaint d'avoir été mariée de force à un mortel à cause de cet oracle. Donc, 2 éléments importants, l'amour, affection maternelle, et l'amour, désir de Zeus, dont on sait que la vie amoureuse est évidemment très compliquée et très abondante, amour de Zeus pour cette femme absolument magnifique, cette Néréide qui est Thétis. Mais qu'en est-il de Neikos? Eh bien, Achille, lui qui fit trébucher Hector, colonne inattaquable, impliable de Troie, puis à la mort livra le signe et l'enfant brûlé de l'aurore. Ce sont les exploits guerriers d'Achille. Tuer Hector, tuer Kycnos, tuer Memnon, l'enfant de l'aurore. Évidemment, ces situations guerrières signalent de manière absolument claire l'action de Neikos, l'action de la force de disjonction. Mais si nous regardons d'un peu plus près ces 4 vers, nous allons voir que
on y retrouve l'alternance de Philoctète et de Neikos. En effet, lui qui fit trébucher Hector, donc il tue Hector, c'est Neikos. Colonne inattaquable, impliable de Troie. Là, c'est Hector en tant que prince de Troie, lui qui défend sa cité, c'est donc la force de conjonction. La cité, le prince qui défend sa cité. Puis, à la mort, livra le signe. Kyknos, c'est ce Kyknos, fils de Poséidon. On nous dit simplement qu'il le livre à la mort. C'est Neikos. Et l'enfant brûlé de l'aurore. L'enfant brûlé de l'aurore, l'enfant de l'aurore, pour désigner Memnon, il reprend la même idée que pour désigner Achille, il le désigne par sa mère, enfin, il évoque sa mère à cette occasion-là, c'est l'enfant de Éos, et c'est l'action de Philoctète. Donc, la présence d'Achille montre l'existence des deux forces, les exploits d'Achille montrent l'alternance de ces deux forces dans l'ordre du monde. C'est donc une composante agrigentine, si vous voulez, pour un prince d'Agrigente, on trouve une pensée représentée par un illustre agrigentin. Mais c'est aussi la composante actuelle, la composante contemporaine du poète, scientifique au sens qu'elle intègre une vision physique du devenir du monde. Un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un s'avisait de faire une description du paradis tenant compte des dernières découvertes sur les particules au CERN. Ce serait un peu la mutatis mutandis, la même ambition. Alors, est-ce que tout cela est cosmétique? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux Agrigentins ou est-ce qu'il y a un objectif poursuivi par Pindare dans cette introduction d'un élément nouveau, puisque à côté maintenant nous avons vu l'élément odysséen, l'élément hésiodique, l'arrivée tout à coup de cette pensée contemporaine dans la description de l'île des bienheureux, est-ce qu'elle correspond à un objectif? Théron et sa lignée, nous dit Pindare au début de l'Ode, ont connu des revers. C'est une famille qui avait dû s'enfuir de l'île de Rhodes, qui a connu quantité de vicissitudes, mais la victoire de Théron aux Jeux olympiques marque un tournant vers le bonheur. Cependant, et là aussi c'est dans le tout début de l'Ode, Pindare insiste sur le fait que la vie des mortels est incertaine. Les vers 32-33, des courants variables de peine et d'allégresse atteignent les humains. Le thème fondamental du début de l'Ode semble bien être l'impermanence. Rien ne tient. Le bonheur ne peut pas être considéré comme assuré. Même la richesse ne peut pas vous assurer quoi que ce soit si vous n'avez pas la connaissance. Richesse ornée de vertu, dit-il. Il faut la connaissance. Pour échapper à cette impermanence, eh bien, l'île des bienheureux va tirer sa pérennité de la pérennité de ses éléments constitutifs. Elle est le seul véritable lieu de la permanence. Théron, grâce à Pindare, gagne sur tous les plans. Sa victoire aux Jeux olympiques signale la faveur de Zeus, comme on a vu au début. Gagner dans un sanctuaire, ça n'est pas gagner n'importe où. Et le poète lui confère la durée dans le temps. Le poète, convoqué à cette occasion, confère la durée et il confère surtout, comme on vient de le voir, le sens. Il livre la signification. Théron apprend à cette occasion qu'il appartient désormais à une élite capable de comprendre la marche du monde. Cette marche du monde fondée sur l'impermanence comporte un élément pérenne, l'île des bienheureux, fondée sur les éléments permanents qui sont les éléments constitutifs de l'univers. Théron peut entrevoir qu'il y accédera. Je vous rappelle, au début, nous avions remarqué que Achille et Pélée étaient là, tandis que Cadmos était là sans descendant. Donc, le clin d'œil à Théron va dans ce sens-là. Le paradis qui est promis ainsi allusivement à Théron, c'est l'aboutissement.
de cette victoire olympique. On voit ici justement de nouveau un attelage en train de remporter une victoire. La prise en compte d'un courant scientifique agrigentin a deux plans. Sur le plan général, cela correspond à l'objectif d'expliquer la signification de l'événement dans l'ordre du monde. Et deuxièmement, sur le plan particulier de cette ode, cela correspond à l'usage de prononcer l'éloge de la cité du vainqueur, puisqu'en empruntant à la cité du vainqueur les éléments de l'explication, on ne peut pas prononcer de plus bel éloge de la cité d'Agrigente. Tout cet éclairage nécessite l'intervention d'un poète compétent. Et Pindare ne se fait pas faute de le rappeler. Je cite de nouveau les vers 86 à 88 dans la traduction Borgeot. Le sage est celui qui tient son savoir de nature. Les présomptueux qui l'ont acquis par étude bavardent comme des corbeaux face à l'aigle divin de Zeus. Suivez mon regard, à l'air de vous dire Pindare dans ce portrait, c'est bien entendu lui qui est comparable à l'aigle de Zeus. Et c'est lui qui vous dit que vous avez désormais, depuis bientôt 2500 ans, mon paradis à votre portée.